Ouverture ce lundi 9 décembre de la conférence sur la lutte contre la corruption organisée par l'Inspection générale des finances. C'est le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a donné les go de ces assises. La France a tiré la sonnette d'alarme sur l'aggravation de la crise sécuritaire dans la partie est de la RDC. C'était lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et enfin, les enseignants d'université ont décrété la grève pour non-respect par le gouvernement des accords signés avec le banc syndical de l'ESU. Cependant, à l'Université de l'information et de la communication UNISIC, ce mot d'ordre n'a pas été respecté. Excellente semaine à tous, messieurs et dames. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert ce lundi 9 décembre 2024 la conférence sur la lutte contre la corruption à Kinshasa. Cette conférence a été organisée par l'Inspection générale des finances en collaboration avec le Forum des inspecteurs généraux de l'État et institutions des contrôles assimilés d'Afrique. C'était dans le cadre de la journée internationale de lutte contre la corruption célébrée le 9 décembre de chaque année. On en parle avec Rachel Adasaliwala. Prenant la parole lors de l'ouverture de la conférence sur la lutte contre la corruption à Kinshasa, le chef de l'État qualifie la corruption comme une perversion morale et sociale, un affaiblissement insidieux des institutions. La corruption n'est pas une simple entorse administrative, elle n'est pas un détail dans la gestion du bien public. Elle est une perversion morale et sociale, un affaiblissement insidieux de nos institutions, un détournement continu du destin collectif. Elle mine la crédibilité de l'État, sape la confiance mutuelle qui doit exister entre gouvernants et gouvernés, et plus largement, elle brise l'élan même du développement. Le chef de l'État a rappelé que la lutte contre la corruption n'est pas le monopole de quelques-uns, mais plutôt une affaire de tous. La lutte contre la corruption n'est pas le monopole de quelques-uns, mais un effort collectif. Chaque citoyen, qu'il soit fonctionnaire, commerçant, enseignant, militaire, politicien, élève ou paysan, doit se sentir engagé dans ce processus. Chacun doit faire le choix de l'intégrité pour lutter contre la corruption, a martelé le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. On va parler sécurité. La France a tiré la sonnette d'alarme sur l'aggravation de la crise sécuritaire dans la partie est de la RDC. C'était lors de son intervention au Conseil des sécurités des Nations Unies. Dans l'entretemps, les groupes armés multiplient leurs actions déstabilisatrices qui aggravent la dite insécurité. Et le M23, soutenu activement par les forces de sécurité, les forces de défense rwandaises, selon la France, continue de gagner du terrain en dépit des accords des cessez-le-feu. Suivez. Tout d'abord, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo doit continuer de susciter la mobilisation de tous. Les populations civiles sont les premières victimes du conflit. L'Est du pays subit l'une des pires crises humanitaires au monde. Les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme, notamment les violences sexuelles, se poursuivent à des niveaux intolérables. L'exploitation illicite des ressources naturelles alimente la poursuite du conflit. Les accès humanitaires sont entravés et les attaques contre le personnel humanitaire se multiplient. Les groupes armés continuent leur entreprise de déstabilisation. Les ADF sont le groupe le plus meurtrier au Nord Kivu et en Ituri. Le M23, avec le soutien actif des forces de défense du Rwanda présentes sur le territoire congolais, poursuit son expansion en violation du cessez-le-feu. Il met en place des administrations parallèles au mépris de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Les Wazalendo maltraitent les populations civiles. Toutes ces exactions doivent cesser. En dépit de ce contexte, les récentes avancées obtenues dans le cadre du processus de Luanda sont encourageantes. Je salue le lancement le mois dernier du mécanisme ad hoc renforcé de vérification du cessez-le-feu. De même,
l'approbation du concept d'opération du plan harmonisé constitue une étape majeure. Il revient désormais aux parties de parachever la mise en œuvre de leurs engagements. La neutralisation des FDLR pour la République démocratique du Congo, le retrait complet de ces forces hors du territoire congolais pour le Rwanda. La France réaffirme son soutien indéfectible au président Lourenço dans ses efforts de médiation, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs impliqués dans les processus régionaux. Nous espérons que le prochain sommet tripartite à Luanda, le 15 décembre, permettra de trouver la voie d'un accord de paix durable entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. On va rester en sécurité où la situation reste tendue ce lundi 9 décembre 2024 dans plusieurs localités du territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu, après d'intenses combats qui ont opposé le dimanche 8 décembre 2024 les forces armées de la République démocratique du Congo aux rebelles du M23 autour de Saké dans le territoire du groupement de Kamurongia en territoire de Massissi. Rachel Adassaliwala. Une panique généralisée a été observée au sein de la population civile ce lundi 9 décembre 2024 à Massissi au Nord Kivu. Des témoins rapportent que c'est dû aux détonations d'armes lourdes et légères entendues les dimanches dans plusieurs localités où le rebelle s'affrontait avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Des sources locales évoquent une autre tentative d'attaque simultanée de rebelles du M23 sur la cité des Saké depuis les montagnes d'Ekwili, Rutabago et Vunanu. Selon ces mêmes sources, l'armée congolaise et ses alliés ont riposté et ont déjoué les plans de l'ennemi. Il faut dire que cette situation a paralysé les mouvements des civils, notamment sur les axes Sake-Kiroche, Sake-Mushaki et Sake-Kimoka-Kishanga. Plusieurs obus largués par les rebelles sont tombés sur Kimoka, 2 km du centre des Sake. Dans cette zone, d'intenses combats sont signalés depuis plus de 6 jours et où les rebelles du M23 déjà occupent quelques villages, provoquant ainsi les déplacements de plusieurs habitants en direction du secteur des Katoyi et le groupement voisin des Nyamaboko Premier. Et quittons la sécurité pour la politique, les opposants Martin Fayoulou et Moïse Katumbi se sont rencontrés à Genval en Belgique. Les deux personnalités politiques congolaises ont décidé d'unir leurs forces pour l'intérêt supérieur du peuple congolais et de barrer la route au projet du changement ou des révisions constitutionnelles. On fait le point avec Devos Kitoko, il est secrétaire général de l'ECD de Martin Fayoulou. Il a été joint au téléphone par Rachel Adassaliwala. Les présidents élus Martin Fayoulou et le président Moïse Katumbi se sont effectivement rencontrés à Bruxelles pour encourager, tonifier la synergie d'action que nous sommes en train de planifier, que nous projetons sur le terrain en tant que force politique et sociale engagée dans le combat contre la dictature et le changement ou révision de la Constitution. Nous encourageons ces contacts au sommet et il faut les intensifier pour donner le courage à ceux qui sont à la base d'être engagés sans relâche dans ce combat pour empêcher M. Antoine Félix Tshilombo à réaliser ses rêves de devenir Tshilombo Seko en République démocratique du Congo. Et si Moïse Katumbi et son allié Martin Fayoulou ont décidé d'unir leurs forces pour barrer la route au changement ou à la révision de la Constitution de l'autre côté, dans une déclaration politique rendue le dimanche, la FDCA de Modeste Bahati-Lukwebo dit attendre la mise sur pied d'une commission multidisciplinaire en vue de réformes constitutionnelles telles qu'annoncées à Kisangani par le président de la République en vue d'y participer. Nous y reviendrons. Et puis une délégation de l'Institut national de l'audiovisuel INA France est en séjour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La dite délégation a pour mission de faire un audit et un état des lieux des archives audiovisuelles nationales auprès de la radio
télévision nationale congolaise, et c'est dans ce cadre que Paul Lompech et Christian Garis, tous deux du service des archives en France, ont été reçus ce lundi 9 décembre 2024 par le ministre de la Communication et de Médias, Patrick Mouyaya. Suivez. Au sortir de l'audience avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, le responsable des archives en France, Paul Lompech, a expliqué l'objet de leur mission à Kinshasa. Bien sûr. Écoutez, donc, je me présente, donc, Paul Lompech. Je travaille à l'Institut national audiovisuel, qui est un institut qui est en charge donc, de la conservation des archives en France. Et nous avons été mandatés donc, par le ministère de la Communication et des Médias, par Monsieur le ministre, via l'intermédiaire de l'ambassade de France, pour venir faire un audit, un état des lieux donc, des archives nationales ici à Kinshasa, donc, auprès de la RTNC et de l'INACO, pour avoir un peu une idée de comment les archives audiovisuelles congolaises sont et qu'est-ce qu'on peut valoriser en fait au niveau des archives congolaises. Pour sa part, Christian Gomis, responsable du service des archives physiques et spécialiste de la conservation des archives, a explicité les étapes qu'ils auront à franchir durant leur séjour à Kinshasa. Par rapport à la mission dont nous sommes là, nous avons déjà pu vous faire une première évaluation des archives vidéo qui se trouvaient ici, qui sont plutôt bien conservées, parfaitement conservées, qui sont parfaitement bien identifiées. Donc on va continuer un peu notre mission, un peu dans ce sens-là, pour voir jusqu'où on peut aller au niveau de ce projet, donc, qui est un projet très riche. Il faut noter que l'Institut national de l'audiovisuel INA est un établissement public à caractère industriel et commercial français. Cet établissement a pour mission principale d'archiver les productions audiovisuelles et de produire, d'éditer, de publier, de commercialiser et de distribuer les contenus audiovisuels à destination de tous les publics. Ida Maloba et Patrick qui sont signés ce reportage à l'enseignement supérieur. Le lancement de la grève des enseignants d'université a débuté ce lundi 9 décembre en République démocratique du Congo. Les professeurs reprochent au gouvernement de la RDC de ne pas respecter les accords signés avec les banques syndicales de l'ESU le 14 décembre dernier à Bibois. Ces enseignants incluaient une augmentation de 50% de la prime institutionnelle et la création d'un comité interministériel pour le suivi des accords qui n'a pas encore été convoqué. Regardez. Nous continuons à appuyer sur la gâchette. Si par pire hasard, on arrivait à nous appeler, nous allons partir et nous allons revenir chez vous pour vous donner ce qu'on nous a dit. Toujours. Pour voir si ça vous agrée ou ça ne vous agrée pas. La grève que nous sommes en train d'amorcer, de lancer aujourd'hui officiellement, ce n'est pas la grève de Boussonda, ni de Pierre Sana, ni de Andinga, ni de Michel Kopo, ni de Pistis. Non, non, c'est la grève de nous tous. Nous luttons d'abord pour les 3 mois d'arriéré. Ils ont promis 5 mois à Bibois. Ils nous ont payé 3 mois d'arriéré sur 5, suivant les banques. Suivant les banques. Parce que les états liquidatifs sont faits d'une manière globale et d'une manière générale. Cela veut dire qu'on ne peut pas payer pour les uns 2 mois, les autres 3 mois. Non, non. Les banques dans lesquelles nos fonds sont logés ont des sérieux problèmes peut-être de liquidité, ils attendent de livrer ça après. Il a été convenu qu'on puisse régulariser les 100% des payes au mois d'octobre, novembre et décembre, entre 4. Ils n'ont pas fait. Nous avons touché octobre, novembre et décembre que nous attendons sans les 100%. C'est toujours les 50%. Voilà des dribbles en termes de communication. Et vous, quand vous dites on a payé 2 mois, 3 mois, vous souriez, non, on a payé, non, non. Ils ont payé 2, 3 sur 5 mois d'arriéré. Pour 2023. Mais pour T4, octobre, novembre et décembre, c'était prévu que ça soit payé en 100%. Et l'accroissement dû en 2023. Il y a 5 revendications phares pour le corps académique. Et pour l'ensemble des corps, d'abord la revendication qui essaye de converger les revendications des uns et des autres, c'est la production de la grille barémique 2025. Là, tout le monde est d'accord. Et au niveau des personnes administratives, il faut qu'on arrive aussi à réduire sensiblement les écarts.
Ça, c'est les revendications. Nous aussi, nous en avons besoin, le corps scientifique en a besoin. Mais au niveau du corps scientifique, ils ont aussi notre revendication phare. L'indemnité, les indemnités de primes de recherche. Ils ont des projets de recherche, ils doivent être financés par le gouvernement. Nous aussi, on en a besoin. Parce que quand nous publions les ouvrages, on a aussi besoin des indemnités de recherche. Voilà, des points qui sont convergents et divergents. Par contre, il n'y a pas eu de grève ce lundi 9 décembre 2024 à l'Université des sciences de l'information et de la communication UNICIC. Le mot d'ordre lancé par le syndicat de l'ESU appelant les enseignants à l'observance de la grève n'a pas été respecté dans cet établissement public. Quelques étudiants rencontrés sur place ont témoigné avoir étudié normalement. Ce constat a été fait par Ida Maloba et Didier Moulamba. À l'Université des sciences de l'information et de la communication UNICIC, ex-IFACIC, les cours se sont déroulés normalement, comme en témoignent ces étudiants trouvés sur place. J'avoue suivi l'information concernant la grève, mais à ma grande surprise, en venant ici, je n'ai vu aucune grève, je n'ai rien constaté. On a étudié et on a aussi appris si la recherche, la recherche aux méthodes scientifiques plutôt, et on a été très bien enseigné aujourd'hui. Il n'y a eu aucune mauvaise chose, il n'y a pas eu de grève. Il y a une grève qui a été annoncée, mais je suis de l'après-midi. Je vois déjà qu'il y a vu que ceux de l'avant-midi ont étudié. J'espère que nous aussi nous allons étudier. Ces derniers plaident tout de même en faveur de l'amélioration des conditions sociales des personnels académiques en vue de leur permettre d'avoir une année académique apaisée. Alors je dirais à nos autorités de faire preuve de bonne foi, d'aider les professeurs parce qu'ils sont un moyen d'éducation pour nous. Sans eux, on ne peut pas très bien étudier. Alors c'est eux qui nous inculquent la connaissance. Alors je demande à nos autorités de vouloir bien payer, bien entretenir une bonne relation avec nos professeurs. Parce qu'ils sont des personnes qui nous inculquent de bonnes manières. Alors sans moyens d'encouragement, ils ne feront absolument rien. La grève a tout de même été observée dans d'autres universités publiques, à l'UPenn notamment. On revient en politique, empêcher les actes de vandalisme et la fraude pendant les élections à Massaman-Nimba. Un dispositif sécuritaire des agents de la police nationale congolaise et de FARDC a été renforcé. D'après l'administrateur du territoire, c'est pour assurer la sécurité du processus électoral. Emery et Kangouma appellent la population à l'apaisement, car ceux qui sont en train de saboter ces scrutins seront arrêtés, allais-je dire. Reportage de Rachel Adassalioal. Un renforcement du dispositif sécuritaire est constaté depuis quelques jours à Massaman-Nimba en prélude des élections du 15 décembre. Il s'agit particulièrement de l'arrivée de plusieurs vagues des éléments de police et des forces armées de la RDC au chef-lieu du territoire. D'après l'administrateur du territoire de Massaman-Nimba, ces arrivées rentrent dans les cadres de la sécurisation du processus électoral après la débâcle de décembre 2023. Emery Kangouma appelle la population à ne pas céder à la panique. Vous connaissez bien avec moi que nos élections étaient émaillées de plusieurs problèmes. Nous, en tant que comité et président du comité de sécurité locale, avec la CENI, nous nous sommes décidés de très bien sécuriser nos élections. Les policiers ou les éléments de la FARDC que vous voyez ne sont pas là pour arrêter les gens, sont là simplement pour la sécurisation de ces processus. J'appelle la population à ne pas céder à la panique, qu'ils soient calmes, parce que les policiers et les militaires qui sont ici sont là pour la sécurisation des populations, voir comment ces processus que nous avions commencé, comment ça va terminer. Le pays a déboursé beaucoup d'argent pour réorganiser ces élections. Oui, ceux qui tenteront de saboter ces élections trouveront la police dans leur chemin. Et surtout, c'est là où j'appelle la population dans son ensemble de ne pas être manipulée. Nous nous sommes ressaisis de tout ce qui s'est passé avec les élections passées. Pour le moment, nous savons comme la campagne se passe. Nous savons que ça sera une élection modèle. Plus que 6 jours nous séparent de la tenue des scrutins législatifs nationaux et provinciaux à Massaman-Nimba et Yakoma. La campagne électorale débutée le 13 novembre prend fin le 13 décembre.
Et en dehors de nos frontières, le politologue et journaliste d'investigation Charles Onana ainsi que son éditeur Damien Sériex ont été condamnés. La 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris a rendu son verdict ce lundi 9 décembre 2024. Ces derniers sont coupables des complicités de contestation de l'existence d'un crime contre l'humanité, en l'occurrence le génocide de Tutsi au Rwanda en 1994. Suivez. Le procès faisait suite à des propos contenus dans le livre de Charles Onana intitulé « Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise » publié en 2019. La plainte avait été déposée par la Fédération internationale des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme et l'association Survie. L'affaire a suscité de nombreuses réactions, notamment celle du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Ce dernier avait dénoncé dès l'ouverture du procès une politisation de l'affaire. Mukwege avait également rappelé l'importance du rapport mapping de l'ONU, publié il y a 14 ans, qui recense des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis dans le territoire congolais. Il avait fustigé ce qu'il considère comme une injustice, déclarant poursuivre un homme qui dénonce les atrocités en RDC alors que les responsables de ces crimes jouissent d'un accueil privilégié à Paris. Lors de l'audience, Charles Onana avait réaffirmé son engagement en faveur des victimes congolais, déclarant, je cite, « Le peuple congolais doit retrouver sa dignité et sa fierté. On ne peut pas avoir 10 millions de morts et faire comme si de rien n'était. Les victimes congolaises existent et il faut leur donner un visage. » Fin de citation. Le procès a également mobilisé des membres de la diaspora congolaise qui se sont rassemblés devant le tribunal de Paris pour exprimer leur solidarité. Toujours est-il que la défense de Charles Onana a immédiatement annoncé qu'il ferait appel de cette condamnation. Et fin de ce journal, on vous rappelle les grands titres. Ce lundi 9 décembre de la conférence sur la lutte contre la corruption organisée par l'Inspection générale des finances. C'est le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a donné les go de ces assises. La France a tiré la sonnette d'alarme sur l'aggravation de la crise sécuritaire dans la partie est de la RDC. C'était lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et enfin, les enseignants d'université ont décrété la grève pour non-respect par le gouvernement des accords signés avec le banc syndical de l'ESU. Cependant, à l'Université de l'information et de la communication UNISIC, ce mot d'ordre n'a pas été respecté. Et ça sera tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.